Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Amoureux du sport, vous connaissez notre rendez-vous quotidien. Nous sommes donc ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et encore, ce soir, nous passerons une agréable soirée en votre compagnie. Mais déjà, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de la Grande Team, LGT News, le point de la première journée de 2e division de football, c'est dans Ligue 2 Mag. En actu, on s'intéresse au Ballon d'Or de Messi. A-t-il mérité ce 8e Ballon d'Or? Les trois vous souhaitent une très bonne émission sportive. Effectivement, hier soir en direct sur les antennes de la 3, nous avons pu voir le sacre de Lionel Messi. Lionel Messi qui a remporté son 8e Ballon d'Or. Mais cet événement ne fait pas l'unanimité. Alors on en parle dans le sujet brûlant de l'actu ce soir. Et vous avez votre mot à dire. On a bien envie de vous entendre. Vous avez la possibilité donc de nous appeler au 27 21 59 93 99 ou de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et pour en parler sur le plateau, je serai accompagnée d'une belle équipe. Messieurs, vous êtes tout élégants, vous êtes tout beaux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. Vous allez bien? Oui. Très belle cravate. Merci. Les belles couleurs, couleurs de l'Africa Sport. Oui, d'accord. Vous ne mais c'est pas fait à dessin. C'est pas fait à dessin. J'ai fait ça sans penser à l'Africa. C'est pas un club de référence. Personne n'a parlé de l'Africa. Henri Joël, comment vous allez? Ça va très très bien, je suis là. Oui. Et prêt à courir pendant 90 minutes. Peut-être plus. Peut-être plus. S'il y a les prolongations. D'accord, c'est noté. Et puis Jean-Philippe, un plaisir d'être en votre compagnie. Plaisir partagé. Mais messieurs, déjà je vous dis, j'ai mes cartons. J'ai mon carton rouge. J'ai mon carton jaune et j'ai même mon sifflet parce que vu le sujet, voilà, parce que vu le sujet brûlant ce soir, les cartons vont pleuvoir même. Là c'est un carton jaune déjà. Please, s'il vous plaît, vous allez parler chacun à votre tour et on va écouter vos avis. Donc mes cartons sont là. C'est bon? Ben moi rarement je prends ces cartons là, donc je sais que je suis tranquille. Il n'y a pas de souci, top départ. Voilà, on commence véritablement l'émission de ce soir et c'est avec LGT News. Ouvrons les news avec les activités du ministère des Sports. Le ministre délégué et le mouvement sportif se sont parlé. Nommé le 17 octobre dernier en qualité de ministre délégué auprès du ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Adjei Silas Mech a effectué sa première sortie officielle. Il s'agissait en effet d'une prise de contact entre lui et le mouvement sportif. La cérémonie de cette rencontre, riche en couleurs, s'est déroulée dans les locaux de la Direction générale des sports hier lundi à la Riviera Bonuma. Face au président de fédération et le mouvement sportif dans son ensemble, le nouveau patron du sport ivoirien a remercié ses hôtes pour l'accueil chaleureux et tous les messages de félicitations qui lui ont été adressés, avant d'afficher ses ambitions pour les missions qui lui ont été assignées, à savoir réussir l'organisation de la CAN 2023 et réaliser davantage de belles performances avec le mouvement sportif ivoirien. Nous devons travailler ensemble, avec acharnement, en équipe soudée, pour relever ce défi. Je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exemplaire de tout le monde sportif autour de la Fédération ivoirienne de football, qui est en point de mire dans l'organisation de cette grande fête de football. Nous devons également tout mettre en œuvre pour amener nos populations à s'approprier cette CAN 2023, de manière à en faire, dans un cadre de vie exemplaire, la CAN de l'hospitalité jamais organisée. Que votre dynamisme, que votre patriotisme, que votre sens du devoir bien accompli soient mis en avant pour qu'au soir du 11 février 2024, nous sortions tous grandis et couronnés de lauriers. Comité national olympique, une soixantaine de participants à l'école du CNO. Le siège de la Confédération africaine de handball, Sisa Kokodi Danga, a servi de cadre au masterclass organisé par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par Maître Ongouan Georges. Une soixantaine de participants issus de fédérations olympiques ivoiriennes ont pris part à cette formation pilotée par Paul Messi, l'expert en droit du sport venu de France. Cette session, qui vise à aider les associations sportives olympiques à plus
dose de professionnalisme a tourné autour de ce thème, structuration et professionnalisation des fédérations et clubs sportifs. L'expert a expliqué aux associations sportives leur rôle majeur dans la performance de leurs athlètes, mais surtout dans la bonne marche des structures dont ils ont la charge. Des recommandations ont été faites aux associations pour leur bonne marche. Ce sont entre autres une existence légale, des statuts bien définis, un budget prévisionnel et un projet fédéral ou de club avec des objectifs qui tiennent compte des réalités sociales. Afro-Budo Festival 2023. Les festivaliers font le show au Hall des Sports. En partenariat avec la World Kobudo Fédération, Aimé Brika, président de l'Association internationale des arts martiaux, AIAM, basée en Côte d'Ivoire, a organisé le Festival africain des arts martiaux dénommé Afro-Budo 2023. Cette première édition s'est déroulée du 26 au 29 octobre 2023 au Hall 1 et 2 du Palais des Sports de Treichville. Plus de 200 participants ont pris part à ce festival dont l'objectif était de créer la convivialité entre les pratiquants. Jeunes et adultes n'ont pas boudé leur plaisir durant ces festivités ponctuées par des séances d'entraînement et de démonstration, à la grande satisfaction de l'invité de marque, le Français Anchi Alassaï. Mon objectif, c'était de créer l'enthousiasme, travailler la coordination et passer du bon moment ensemble. Je pense avoir atteint mon but, a-t-il confié. Football, Division 3. La Ligue amateur annonce la reprise du championnat. Le président de la Ligue amateur de football, Diabaté Issouf, était face à la presse sportive ce matin au siège de la Fédération ivoirienne de football. Au centre d'intérêt de ce rendez-vous, l'annonce de la reprise du championnat national de 3e division pour ce week-end. Ce sont au total 723 matchs qui seront disputés tout au long de la saison 2023-2024. Les premiers des 4 poules se retrouveront pour les play-offs, d'où les 2 premiers seront automatiquement qualifiés pour la Ligue 2. Comme l'année dernière, le meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur arbitre et le meilleur gardien de but seront récompensés. Des distinctions seront attribuées au meilleur public et aux meilleurs journalistes. Football, les agents de joueurs FIFA prêts à jouer pleinement leur rôle. L'importance de la profession d'agent sportif dans l'écosystème du football, tel est le thème du panel qui a réuni les agents de football FIFA le samedi dernier dans un hôtel à Cocody. Cette rencontre était l'occasion pour la corporation, dirigée par Maître Kofi Conan Emmanuel, de montrer l'impact sur le jeu et les carrières des joueurs. En présence des acteurs du ballon rond, un exposé a été fait pour montrer le rôle de l'agent FIFA qui part de la facilitation du transfert à la négociation du contrat et au conseil. Au vu de l'importance de ce métier, la FIFA a établi des règles strictes qui exigent une conformité aux critères rigoureux pour l'exercer. Les agents FIFA de la Côte d'Ivoire s'engagent à respecter et appliquer ces nouvelles réglementations. Cannes 2023. Aboubakary Koïta choisit la Mauritanie. Né d'un père mauritanien malien et d'une mère sénégalaise, Aboubakary avait un choix multiple quant à sa carrière internationale. Le 2e meilleur buteur de D1 avec 8 buts sous les couleurs de Saint-Tron en Belgique a finalement opté pour la Mauritanie. En visite en Belgique pour rencontrer un Néo Mourabitoun, Aboubakary Koïta, nous sommes ravis de t'accueillir en sélection et te compter parmi nous à l'aube du démarrage de la campagne de la Coupe du Monde, a déclaré Amir Abdou. Une autre information, et cette information concerne le basket. BAL 2023-2024, l'ABC a entamé la compétition par une défaite. En effet, le représentant ivoirien a été battu par le FUS de Rabat par 86 à 76 à l'issue de la première journée. Un résultat qui ne fait pas l'affaire des hommes de Touré Boubakary qui seront face à Slack de la Guinée pour le compte de la 2e journée. Voilà, on commence le débrief des news et Jean-Philippe, on commence avec vous. Vous nous parlez de Aboubakary Koïta qui finalement choisit la Mauritanie. Oui, il avait l'opportunité, ce jeune garçon, d'évoluer également avec le Sénégal. C'est un natif de Pikine au Sénégal, 25 ans, ailier gauche qui évolue au sein de la formation belge de Saint-Tron.
Avant d'aller à Saint-Tron, il avait joué également dans un club qui est très connu des Ivoiriens, l'équipe de Beveren. Et là, il devait se décider à 25 ans maintenant. Son choix est fait. Il a décidé de rejoindre les Mourabitoun pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il va donc arborer les couleurs de l'équipe nationale de la Mauritanie. Pour l'instant, depuis l'entame de cette saison, en 12 matchs de championnat, il totalise 8 buts. Il a été titulaire à chacune de ses sorties. C'est un ailier gauche très vivoltant. Et donc, c'est un renfort de poids et de qualité pour l'équipe nationale de la Mauritanie. Ouais, en notant que Aboubakari Koïta est né d'un père mauritanien malien et d'une mère sénégalaise. Finalement, il choisit la Mauritanie pour sa carrière internationale. Henri Joël, oui. Oui, j'ai décidé de parler des agents FIFA de football, les agents de football FIFA, voilà, pour la bonne appellation, qui étaient récemment autour d'un panel pour discuter un peu de ce métier-là. D'abord, il faut savoir qu'il y a de cela quelques années, il n'y avait pas assez d'exigences pour accompagner un joueur dans la fatisation de ses contrats, dans la signature de ses contrats, tout et tout. Même les parents des joueurs les représentaient dans presque tout ce processus-là. Désormais, ce n'est plus possible puisque depuis 2022, la FIFA a décidé maintenant de réglementer, je dirais, ce métier-là. Donc, d'abord, pour être agent FIFA, maintenant, il faut passer des tests. Il réussit ces tests-là et puis ensuite payer ses cotisations au niveau de la FIFA. Et voilà, vous pouvez maintenant accompagner un joueur dans sa carrière. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a une association qui existe. Ouais. Et cette association s'est retrouvée afin de réfléchir sur ce métier-là, parce que c'est un métier très, très important dans le football. On sait que beaucoup de carrières ont été gâchées par la faute de certaines personnes qui, normalement, n'étaient pas habilitées à accompagner les joueurs, mais qui, à défaut de réglementation, les ont accompagnés et surtout ont mené ces joueurs-là vers des destinations un peu bizarres. Désormais, ce n'est plus possible. Il faut aller vers ces personnes-là pour pouvoir bénéficier, je dirais, d'un accompagnement surtout reconnu au niveau de l'instance internationale de football. Ouais. Donc, il y a des réglementations et les agents FIFA de la Côte d'Ivoire ont décidé non seulement de suivre ces réglementations, mais aussi de tout faire pour accompagner comme il se doit tous les joueurs qui auront besoin de leurs services dans leur carrière. Donc, c'était autour d'un panel. Ouais. Ils ont bien réfléchi, ils ont bien parlé. Et maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a cette union-là qui existe. Et surtout, un appel aux joueurs, aux parents et à presque tout le monde, hein, tous ceux qui gravitent autour de l'industrie du football, de s'adresser aux agents de football au niveau de la FIFA pour les contrats, pour les conseils, pour les transferts. Bon, voilà, pour presque tout en ce qui concerne la carrière d'un joueur. C'est une très bonne nouvelle que vous nous donnez là. Dago Charles, avec vous, on parle de la prise de contact avec le ministre délégué, le nouveau ministre des Sports et le mouvement sportif. Oui, nous avons souhaité, nous, le mouvement sportif, le président des fédérations, nous avons été invités par le ministre Adjé, voilà, Adjé Silas Metch, pour une prise de contact. Et franchement, lors de cette prise de contact, là, on a senti un ministre prêt à nous accompagner comme voilà, son prédécesseur aussi. Ça, il faut le souligner parce qu'avec Dao Paulin aussi, les choses allaient aussi très bien. Voilà. Et donc, on a été vraiment marqué par son enthousiasme, par sa volonté vraiment d'accompagner le mouvement sportif, surtout toutes les fédérations. Parce qu'il s'est rendu compte que voilà, ce sont les fédérations qui produisent les athlètes qui font du plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, je voudrais vraiment dire merci à notre président, le président de la conférence national des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, le président Soumaoro, qui a vraiment non seulement félicité le président, mais qui lui a donné l'attitude de nous proposer une feuille de route pour que toutes les fédérations puissent se mettre au travail. Voilà, parce que après la Coupe d'Afrique, toutes les fédérations doivent pouvoir rentrer en branle pour pouvoir développer toutes les autres disciplines. Voilà, parce qu'on sait que certaines disciplines sont restées un peu amorphes, travaillent moins, et donc on espère qu'avec le nouveau ministre, voilà, il va booster toutes les fédérations et puis voilà, le sport, dans sa globalité, va se développer en Côte d'Ivoire. On espère véritablement. Roger Stéphane, avec vous, on parle de la Ligue amateur qui annonce la reprise du championnat. Oui, évidemment, la Fédération ivoirienne de football, 40 équipes qui sont réparties en 4 poules de 10 équipes, A, B, C et D. Les matchs du championnat amateur se joueront en match aller et retour. Les premiers des 4 poules seront qualifiés donc pour un petit tournoi.
Et donc, c'est à l'issue de ce tournoi qui va se disputer en une demi-finale, en deux demi-finales et une finale. On connaîtra donc le champion de Côte d'Ivoire en ce qui concerne les amateurs. Alors, cette saison, on aura au total 723 matchs. 360 matchs pour la phase aller, 360 matchs pour la phase retour et 3 petits matchs pour le mini-tournoi entre les 4 premiers de chaque poule. Sur les subventions, chaque club aura une subvention de 30 millions de francs CFA cette année en raison de 3 millions par mois et par club pendant 10 mois. Alors, les 4 clubs qui disputeront le mini-tournoi vont recevoir un accompagnement financier qui n'a pas été précisé lors de la sortie des responsables de la division amateur au niveau de la fédération. Et puis, j'apprends qu'il y aura des distinctions cette année. On va distinguer le meilleur joueur, le meilleur entraîneur, le meilleur arbitre, le meilleur gardien, le meilleur public et le meilleur journaliste qui aura bien couvert cette compétition. Eh bien, on est heureux de savoir que la compétition au niveau des amateurs va démarrer. Certains observateurs, dont certains sur ce plateau d'ailleurs, avaient dit que la fédération n'avait pas d'argent, raison pour laquelle elle n'avait pas lancé ces compétitions. Eh bien, la fédération a fait de la magie. Elle a lancé le week-end dernier la Ligue 2. Ouais. Là, elle se prépare à lancer ce week-end la Ligue amateur. La semaine qui suit, ça va être le championnat au niveau des dames. Donc oui, la fédération a trouvé de l'argent dans sa boîte magique pour financer la compétition et c'est une très belle chose. Ouais. Voilà, donc le football redémarre en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne nouvelle. La Ligue 1, les 2 ligues professionnelles sont déjà lancées. Il reste les divisions au niveau des amateurs. Là, les amateurs, les dames après. Bravo tout simplement. On est heureux de voir que le championnat, les différents championnats vont reprendre. Et ça, c'est à l'avantage de la Fédération ivoirienne de football qui se bat bien, comme elle peut en tout cas, pour faire vivre notre football au plan local. Ah, effectivement. Il faut lui dire bravo parce qu'il représente très bien la fédération. Ouais, évidemment, quand c'est bon, c'est bon. Voilà qui est dit. Quand c'est bon, c'est bon. Effectivement, voilà. Nous, dans quelques instants seulement, on fera le débrief justement de la Ligue 2, de la première journée de Ligue 2. Après la Ligue amateur, on parlera justement de la Ligue 2 qui a démarré. On marque juste une petite pause et aussi le sujet brûlant, ne l'oubliez pas. Lionel Messi mérite-t-il ce 8e ballon d'or? 27, 21, 59, 93, 99. À tout de suite. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage. Tu tournes à droite et puis à la fin tu mets. Playlist Ivoire. On a bossé jusqu'à. Tu as des cabris, la plupart des passés la veille, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna fuck up the vibe, my dick start. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT, 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Vous êtes en direct sur la 3, hein, vous suivez votre émission La Grande Team et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Et à présent, nous passons à la Ligue 2. Alors, la nouvelle saison de Ligue 2 a débuté ce week-end, comme l'a dit Roger Stéphane tout à l'heure, avec 24 équipes reparties en 2 poules. Seulement 2 parmi elles seront promues au terme de la 24e journée. Messieurs, on en parle, hein, Dago Charles. Impression par rapport à cette première journée qui vient de démarrer, qui a démarré. Très, très belle impression, parce que j'ai eu l'occasion d'être commissaire au match lors de la première journée pour ce lancement, en présence du président de la Ligue professionnelle et tous les membres de la Fédération ivoirienne de football, au Parc des Sports, Songo FC face à ESC Bafing. En tout cas, ça s'est très, très bien passé. Les arbitres que je félicite au passage ont été vraiment au niveau de la pression, parce qu'on était tous un peu dubitatifs, parce que l'environnement avait plus ou moins changé. Le Parc des Sports a un autre habit. Aujourd'hui, ce sont des chaises, des sièges un peu partout. Ouais. Et donc, la configuration avait changé, les vestiaires. Franchement, en fait, j'ai été bluffé
cette entame-là de cette compétition. J'espère seulement pour la Ligue professionnelle qu'elle va maintenir ce cap-là durant toutes les rencontres, parce que je sais que ce n'est pas facile pour cette fédération-là de trouver beaucoup de moyens et d'avoir des disponibilités au niveau des arbitres, des joueurs, tout ce monde-là. Et donc, voilà, en tout cas, je souhaite à cette fédération le meilleur du monde. Jean-Philippe, impression par rapport à cette première journée? Oh, on va dire ouf de soulagement, parce qu'une compétition qui devait débuter depuis fin août statutairement, qui commence en fin octobre, soit 2 mois plus tard, on se posait d'innombrables questions. 4 reports d'affilée. Je pense qu'aujourd'hui, les plus heureux sont les athlètes et les clubs qui ont eu à dépenser énormément d'argent dans la préparation et qui espèrent que ce championnat va bien se terminer tel qu'il était prévu. Maintenant, pour l'instant, on a assisté à une très belle première journée. On a eu quand même assez du spectacle. On attendra la deuxième journée de demain pour voir à peu près ce que cela va nous donner. Justement, parlant de spectacle, on a pu constater le démarrage en trombe de Isia Wazi, Yamsokro FC et aussi Espérance de Boaké, hein, Henri Joël. Oui, d'abord pour revenir sur l'équipe de Isia avec son directeur sportif, Momo Dabré, quelqu'un qui travaille très très bien. Alors, il a gardé presque l'ossature de la saison passée. Il a fait venir d'autres quelques joueurs pour compléter l'effectif. Donc, c'est une équipe quand même solide. Lui-même l'a dit, hein, à chaque fois qu'on se rencontrait, il me disait « Ah, ben, cette saison, il est bien décidé, hein, bien décidé. Ici, il est bien décidé à monter. » Et là, ils l'ont montré avec ce résultat de 3 buts à 0. Ça montre que, quand même, le travail qui a été fait lors de la pré-saison a donné, je ne dirais pas que donne ses fruits, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un bon début. Ensuite, l'équipe de Yamsokro, on la connaît tous. Hein, depuis près de 2 à 3 saisons, c'est une équipe qui a de nouveaux propriétaires. Donc, du coup, il y a un gros projet derrière. Chaque saison, on voit cette équipe de Yamsokro parmi les favoris pour la montée. Elle se bat jusqu'à quelques journées de la fin. Là, bon, il y a un petit quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, ça fait 2 fois que l'équipe manque la montée. Et là, avec, je dirais, ce début-là, ça va leur donner confiance parce que, comme on le dit, il y a un gros projet. Il y a un bon complexe qui est en construction ou qui est fini. Il y a pas mal de choses qui ont été faites hein, au niveau de Yamsokro, au niveau de la ville même, notamment le stade municipal qui a bénéficié, bien sûr, du travail hein, des responsables de cette équipe de Yamsokro. Donc, il y a pas mal de bons projets derrière cette équipe. Maintenant, il reste la concrétisation, surtout au niveau de la Ligue 2. Il reste à cette équipe de s'imposer, d'assurer sa montée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de constater. Pas mal d'équipes au niveau de la Ligue 2 très très bien organisées arrivent en Ligue 1 et restent. Et surtout, on voit comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on attend cette équipe de Yamsokro. Ça a commencé très bien. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Roger Stéphane? Non, moi je suis parfaitement heureux que cette saison ait commencé enfin parce qu'on l'attendait. On était un peu inquiet avec le fameux dossier des licences CAF. Dès le départ, il n'y avait que 2 clubs. Ensuite, il y a eu 4. Maintenant, ils sont à 11 clubs qui ont la licence CAF. Je dis, toutes ces équipes-là reviennent avec un peu une sorte d'épée Damoclès sur la tête. Hein, parce qu'à la date du 31 décembre 2023, si les autres clubs n'ont pas leur licence CAF, eh bien, ils vont être retirés de la compétition et suspendus. Bon, on espère que la pression de la fédération a marché. Elle a trouvé un accord de principe avec la Confédération africaine de football et l'ensemble des clubs pour relancer la compétition. C'est une bonne chose. Maintenant, sur le niveau de jeu, vous savez que la Ligue 2 est plus intéressante que la Ligue 1. Hein? Ah ben ça, je l'ai dit. Oui, oui, évidemment. Parce que quand vous regardez la Ligue 1, il y a un peu un intouchable qu'on appelle la SEC Mimosa. La SEC, oui. Ouais, les autres dorment un peu. Donc la SEC écrase tout le monde. On aura le temps d'en parler quand on va évoquer la Ligue 1. Donc la SEC écrase tout le monde. Quand le championnat commence, on se dit, bon, cette année encore, la SEC va y aller. Or, pour la Ligue 2, on ne peut pas prédire qui va y aller. Donc il y a des superbes équipes. L'Africa, Boaflé, etc. Yamsokro, là, dont vous parliez à quelques instants. Donc, on est vraiment heureux de voir ce championnat de Ligue 2 revenir. C'est un championnat avec un bon niveau. C'est un championnat avec beaucoup de suspense qui se joue jusqu'à la dernière journée. Vous regardez le championnat jusqu'à la dernière journée. Vous attendez pour voir l'équipe qui va monter. Donc, cette année encore, oui, Boaflé sera là. Iska est une très belle équipe. Bon, on est bien parti pour assister une belle saison. Maintenant, on attend de voir les différents acteurs. Mais j'avoue que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'Africa démarre avec un match nul. Ouais. C'est pas fameux, mais on verra bien ce que les Verts nous réservent cette saison. Mais en tout cas, la Ligue 2, je vous assure, c'est une belle compétition qui, contrairement à la Ligue 1, n'est pas pliée d'avance. Elle se joue tout au long de la saison. Et ça, c'est une très, très bonne chose pour notre football local. Et effectivement, vous l'avez dit, en parlant surtout de l'Africa Sport, qui commence avec un démarrage tout timide, hein, Dago Charles.
Oui, c'est parce que les dirigeants de l'Africa Sport souhaitaient démarrer par une victoire, afin de donner du boom au cœur à tous les supporters, mais malheureusement, ils ont commencé par un match nul. Et il faut rappeler quand même que ce sont eux qui ont concédé le premier but, hein, donc c'était vraiment pas évident. Mais après aussi, c'est ça aussi dans l'adversité, il faut pouvoir être dans la réaction. Et l'Afrique a été dans la très bonne réaction, ils sont venus, voilà. Mais je pense que les choses vont venir. Je pense que les choses vont venir parce que c'est un club que je suis plus ou moins. Les enfants travaillent, ils ont eu beaucoup de difficultés, ça aussi, il faut le reconnaître. Et les choses sont en train d'être voilà, mises en place. Et je pense que d'ici un mois, sinon 2 semaines, l'Afrique va trouver sa vitesse de croisière. Et puis certainement, voilà, pourra grandement jouer sa chance, surtout sa chance pour la montée. Mais je voudrais juste revenir sur le truc de la première division. Oui. Dire que la deuxième division est meilleure que la... Non, je n'ai pas dit meilleure. Bon, enfin. En termes de suspense. En termes de suspense, la deuxième division est meilleure. Bon, vous avez dit qu'elle est meilleure que la première chose de la Ligue 1. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en Ligue 1, d'avance, dans Ligue 1, d'avance, on connaît le champion, qui est généralement la SEC. En Ligue 2, on ne connaît pas le champion. Il y a un très beau suspense. C'est ça que je veux dire. Exactement ce que j'ai dit. Stéphane. Voilà. Pour certains, la Ligue 2 est meilleure que la Ligue 1, parce que la Ligue 1, on sait tout de suite que la SEC va être champion. Je voudrais dire aussi que je vous souhaiterais que cette année, moi, ça c'est... J'ai rien contre la SEC, hein, c'est pas ça. Mais je voudrais que cette année, que le championnat se joue normalement et que les matchs en retard de la SEC ne soient pas aussi nombreux que ça. Parce qu'en général, la SEC, c'est la meilleure équipe. Ça, il n'y a rien à faire. Quand tu les vois jouer, lors de le premier match, quand je vois la SEC mener 2-0 et avoir la force nécessaire de revenir à 3-2, ça veut dire que c'est un club qui est bien organisé, bien structuré. Mais après aussi, il faut pouvoir respecter plus ou moins les règlements. Les règlements, si je m'abuse, disent qu'on ne peut pas faire plus de 3 matchs de matchs retard, comprenez. Mais quand on va jusqu'à 4, 5, 6 matchs, en général, pour nous qui avons été footballeurs, c'est déjà gagné d'office. Et je voudrais bien que la SEC, qui nous représente toutefois et généralement en compétition africaine, vraiment soit ce meilleur des champions-là. Parce que ça se voit au plan continental, en général. Quand ça ne se passe pas très bien, dans l'adversité, au niveau du championnat, quand tu n'es pas dans une bonne confrontation, tu n'as pas de bons adversaires, de bons sparring partners, quand tu vas au plan continental, ça joue des tours. Et c'est pour cela que je voudrais dire, même s'ils sont plus forts que les uns et les autres, c'est vrai, mais que cette année-là, parce qu'ils vont faire jouer les matchs de Coupe d'Afrique, qu'on ne pousse pas un peu, on ne reporte pas trop leurs matchs, qu'on leur permet de jouer, parce que ça permet aux autres de mieux s'organiser aussi. Henri-Joël, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour revenir sur la Ligue 2, vous savez, l'équipe de l'Africa, c'est la star de la Ligue 2, il faut le connaître. C'est vrai que les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, l'équipe évolue en Ligue 2, mais avec la SEC, le Stade et le Stella, ce sont les 4 grands clubs du pays. Donc déjà, l'Africa en Ligue 2, forcément, ça attire du monde. L'Africa, quand elle joue du côté du stade Robert Champoux de Makori, c'est rempli malgré la division inférieure dans laquelle elle évolue. Donc cette saison encore, on aura encore les yeux rivés sur l'équipe de l'Africa. D'ailleurs, du côté de Gagnoa, ils ont donné le temps, même si dans le dos, on voit qu'il n'y a pas assez de monde là, parce que du coup, de ce côté du stade Biakabuda, il y a beaucoup de soleil. Donc forcément, tout le monde était au niveau de la tribune présidentielle ici pour pouvoir pousser l'Africa à la victoire, parce que même étant... à Gagnoa, l'Africa joue à domicile. Ça, il faut le reconnaître. Donc, forcément, cette équipe de l'Africa sera suivie tout au long de la saison. Alors, d'aucuns disent que, surtout au niveau des supporters, c'est l'année pour la montée de l'Africa. D'autres disent que ça ne sera pas le cas. Bon, nous, on est là, on va suivre, on va donner tout ce qui est comme résultat, tout ce qui est comme information relative. On est qu'au début de la Ligue. Voilà, à l'Africa, mais c'est peut-être bien. Parce que c'est bien pour l'Africa de revenir avec un point de Gagnoa face à Siroko. L'Africa pouvait perdre, mais ils sont revenus avec un point. Ce qui veut dire que quand même, il y a ce bon petit début-là, sur lequel ils peuvent essayer de surfer pour la deuxième journée, sans doute qui se jouera du côté d'Abidjan, au stade Robert Champoux de Makori. Et puis on verra ce que ça va donner. On verra à quoi ressemble réellement cette équipe de l'Africa. Maintenant, nous, au niveau de la toile, forcément derrière, on va accompagner tout ça. Et puis, bon, voilà. Est-ce que l'Africa pourra supporter la pression cette année? Je pense que le véritable adversaire, l'un des adversaires de l'Africa cette année, ce sera la pression. Sur la première année de la Ligue 2, bon, ils se sont débrouillés, ils ont failli monter, ça s'est joué sur les 2 dernières journées. Sur la deuxième journée, ça s'est joué également sur l'avant-dernière journée, face à JD Djiberois, avant de laisser Zoma monter. Donc cette année, ça fait 3 ans. 3 ans pour un club mythique,
de la nature de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, à mon avis, il y a une petite pression sur l'Africa. Aussi bien au niveau des dirigeants, parce que 3 ans en Ligue 2, ça fait beaucoup pour l'Africa Sport d'Abidjan. Aussi bien au niveau de l'encadrement technique et au niveau des joueurs eux-mêmes. Je pense qu'il y a une légère pression qui sera là. Si l'Africa réussit à se défaire de cette pression, je pense que les Verts et Rouges peuvent aller chercher quelque chose. Même si pour cette première journée, les principaux adversaires de l'Africa ont gagné. Yamoussoukro a gagné, Boaflé a gagné, Iska a gagné. Je n'ai pas le résultat de Thiologo, mais ça veut, voilà, donc ça veut dire que les principaux adversaires de l'Africa ont déjà pris 3 points. Ouais. L'Africa a 2 points de retard. Bon, c'est trop tôt pour en parler. Mais attention, on souhaite vraiment que les Verts et Rouges aient du cran, ce fameux sans-suite gazon qui a fait leur réputation, qu'ils aient ça cette année pour aller jusqu'au bout. Et puis enfin, revenir en Ligue 1. Très bien, messieurs. Il n'y a pas que l'Africa Sport en Ligue 2. Il y a aussi 2 autres équipes qui nous permettent justement de mettre un coup de projecteur sur les infrastructures. Jean-Philippe, parlons par exemple de l'US Thiologo qui a reçu l'USC Bassam au stade régional de Korogo. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne bénéficie pas déjà des retombées de la CAN, même si la CAN n'a pas encore démarré? C'est le stade municipal, ce n'est pas encore le stade d'Amadou Gon Coulibaly, je crois. Mais bon, c'est un stade qui, je pense, a été homologué, donc qui doit être de très bonne tenue pour abriter des rencontres. Il faut dire que l'US Thiologo, ex-Guéry FC, a été racheté par une personnalité qui a décidé de mettre énormément de moyens pour permettre de développer cette équipe dans cette zone. Et donc, cette équipe est appelée à devenir le porte-étendard du football dans le nord de la Côte d'Ivoire parce que ce porte-étendard-là devait être le COK. On a le Bafing également qui est à côté. Denguele également qui est là. Et donc, il y a quelques équipes du Nord qui commencent à sortir comme ça, je ne vais pas dire la tête de l'eau, mais qui essaient de mettre la flamme du football dans cette zone. Et l'US Thiologo, en tout cas, est dimensionné pour devenir le grand club du Nord. Donc, cela passe déjà par cette volonté de monter dans l'élite. Est-ce que cette année, les dirigeants ont décidé de faire de cette montée-là une priorité absolue? Bon, il faut dire que, comme les jeunes aiment à le dire dans le jargon prosaïque, ils ne sont pas très causants pour l'instant. On essaiera de savoir quels sont les objectifs du Thiologo, mais c'est vrai, au vu des moyens qu'ils sont en train de déployer, on essaie de les mettre déjà comme des véritables outsiders. Mais bon, on va attendre et on va se concentrer sur les équipes qui, à notre sens, on disait de faire de la montée leurs objectifs prioritaires, comme l'Africa, comme l'équipe de Yamoussoukro, entre autres. Très bien. Bon, voyons déjà en infographie les résultats et classements de la Ligue 2. Allez, résultats de cette première journée au niveau de la Ligue 2. On va commencer avec la poule A. La poule A, où Issiawazi, comme on le disait à l'instant, a dominé l'équipe d'Adiaké 3-0, match nul 1 entre Siroko Football Club et l'Africa Sport. Yamoussoukro Football Club a battu la Renaissance Football Club d'Abouesso 2-1, match nul 1-1 entre US Thiologo et l'USC Bassam. Donkov a été surpris par l'ISCA 2-1. Et même score dans la rencontre Boaflé US Fémier en faveur des Buffles de la Marawi. Et puis, on va jeter un coup d'œil sur la poule B avec Songon et Bafing qui ont fait match nul 1-1. La DFK, l'équipe d'Adzopé, a battu l'Amfiara 2-0, 0-0 entre Oza et Agi de Guibérois. L'US Banzeville a dominé le CE Sport de San Pedro 1-0. L'EFIM a été lourdement battu par l'équipe de l'Espérance de Boaké 3-0. Et puis, le Williamsville Athletic Club a été tenu en échec par l'Estanda, 1-0. L'Estanda, on rappelle qu'il y a un ancien du champion d'Afrique 2015 qui est de ce côté-là. Il s'agit de Sérédien qui est avec l'équipe de l'Estanda. Allez, au niveau du classement, dans la poule A, le premier c'est Issiawazi, 3 points plus 3. Yamoussoukro est deuxième, 3 points plus 1. L'équipe de Iska complète le podium, 3 points plus 1. Allez, il faut venir jusqu'à la 7e ou non, 6e rang pour voir l'équipe de l'Africa. Et puis au bas du tableau, vous avez l'US Fermier et l'équipe de l'OFC Adiaké. Au niveau de la poule B, allez, le classement, il est le suivant avec l'Espérance de Boaké qui est premier avec 3 points plus 3. ADF Kada Zopi est deuxième, 3 points plus 2. L'US Banzaville est troisième avec 3 points également plus 1. Et puis au bas du classement, vous avez 11e l'Amfiara et puis l'équipe de l'EFIM de président Elvesiaba, Femme la marche.
Voilà, donc c'était notre débrief pour la nouvelle saison de la Ligue 2 avec la première journée. Et sachez que la 3, bien sûr, vous informera des prochains matchs. On passe à ce qui crée le buzz ce soir. Et le buzz, vous avez pu constater justement le combat Ngannou-Fury. Ngannou, malheureusement, qui a effleuré une défaite, mais une défaite qui vaut 10 millions de dollars. On en parle et c'est dans sa buzz. Malgré une défaite incontestable face à Tyson Fury, Francis Ngannou peut se frotter quand même les mains, oui, avec un bon pactole. Selon les informations, le Camerounais a récolté 10 millions de dollars. On regarde cet élément vidéo, on en parle après sur le plateau. Francis Ngannou n'aura pas combattu pour rien, même si sa défaite au point face à Tyson Fury continue d'alimenter les foyers et la toile au soir d'un verdict controversé. L'ancien combattant de MMA s'en tire à bon compte avec une grosse fortune pour ce combat historique. En effet, selon le site Sport Payout, le Camerounais empoche environ 10 millions de dollars, soit 6 milliards de nos francs CFA. Une somme colossale pour celui qui touchait très peu en MMA. Soulignant que les 10 millions de dollars constituent le cachet de base. Et Francis Ngannou est en passe de se frotter les mains avec le double à cause du pay-per-view. Selon la même source, l'athlète camerounais aura un pourcentage sur chaque achat de ce combat via pay-per-view qui va générer des millions de dollars. Comme quoi, même une défaite en boxe anglaise peut ouvrir la porte de la richesse à un athlète. Eh oui, on dira une défaite contestable, n'est-ce pas, Roger? Voilà, c'est plus juste parce que sur ce combat-là, en dépit du combat en lui-même, 10 rounds entre deux très beaux champions, il y a un athlète qui a impressionné le monde entier, nous tous, c'est Francis Ngannou, le Camerounais. Et il a été très bon. J'avoue que moi, je ne m'attendais pas à ça, connaissant Tyson Fury sur ses derniers résultats face à certains caïds de cette discipline des poids lourds de la boxe anglaise. Mais j'étais agréablement surpris par Francis Ngannou. Il avait de la classe, il avait de la puissance, il avait de la résistance, il avait une garde bien haute, il travaillait du jab, il avait un crochet qui venait, un crochet gauche magnifique. Vraiment, il a tout de suite trouvé ses repères dans cette discipline. Il a tout de suite trouvé ses repères dans ce ring, et c'était très bien. J'avoue que malgré tout ce qu'on m'a dit, Ngannou vient de s'ouvrir vraiment une très grande porte dans cette discipline de la boxe anglaise, notamment dans la catégorie reine, celle des poids lourds. Il a été impressionnant devant Tyson Fury qui à mon avis, a peut-être été un peu léger par moment, mais ça n'enlève rien à la qualité du combat livré par Francis Ngannou. Maintenant, c'est des décisions d'arbitre sur des petits détails qui touchent le plus, etc., etc. Mais en tout cas, bravo à Francis Ngannou qui a fait plaisir, qui a été la fierté de tout un continent. Oui, et Francis Ngannou qui s'en sort avec un jackpot quand même, Jean-Philippe. Oui, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a quitté l'UFC. Même si au niveau de l'UFC, il avait évoqué surtout le manque d'assurance pour les athlètes. Il avait demandé une meilleure revalorisation pour l'ensemble des athlètes étant membres de cette écurie emmenée par Dana White, ce qui n'avait pas été le cas. Dana White était plutôt pour une solution individuelle et individualiste concernant uniquement Ngannou, et il n'a pas accepté cette condition. Ben, d'autres ont essayé d'extrapoler en disant que c'est parce qu'il ne voulait pas affronter le champion de Dana White, John Jones, il avait décidé de quitter l'UFC. Mais bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait un très bon plan, on ne va pas dire derrière la tête, mais dans la tête, et qui a abouti à non seulement ce magnifique combat et ce gain financier-là. Et puis bon, moi j'aimerais un tout petit peu dire quelque chose concernant ce combat. C'est vrai que c'est là, après ce combat, certains estiment que Tyson Fury n'a pas mis toute son énergie qu'on lui connaît dans ce combat. Mais je me dis que très souvent, dans ce genre de discipline, il faut d'abord connaître son adversaire. Est-ce que Tyson Fury avait des éléments pour pouvoir étudier, je dirais, les particularités de la boxe de Ngannou? Alors que lui, il a pu regarder tous les combats de Fury, donc il a pu se préparer également. Donc je me dis qu'avec Mike Tyson, ils ont dû mettre des stratégies pour essayer de contrer tout ce que Tyson Fury pourrait utiliser comme, je ne vais pas dire subterfuge, mais comme stratégie pour pouvoir déstabiliser son adversaire. Donc moi, je ne crois pas en cette théorie d'un Fury qui n'a pas tout donné. Je pense que Fury est tombé face à un boxeur qu'il avait très bien étudié
et qui finalement lui a donné du fil à retordre. Mais il est sorti vainqueur de ce combat-là. Un combat en tout cas qu'on a tous apprécié. On a véritablement tous apprécié. Et est-ce qu'on peut dire que Ngannou méritait cette victoire? Henri Joël? Non, je ne dirais pas mériter la victoire. Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne les poids lourds, c'est Fury qui est le maître incontesté. Ouais. Donc, dans la conscience collective, je vois très mal un novice dans la discipline, comme Ngannou, venir pour un premier combat et battre tout de suite le champion incontesté dans la catégorie. Il a été quand même endurant. Oui, il a été, parce que tenu jusqu'à 10 rounds, oui. C'est pas donné à n'importe qui. Oui. Et d'ailleurs, quand on a l'habitude de regarder quand même les matchs de Fury, à partir du 5e, 6e round, ça devient très, très violent. Ça devient très violent. Mais voilà, Ngannou a pu résister jusqu'au 10 rounds. Oui. Et dans un autre plan, on dira que Ngannou est arrivé en tant que le challenger. Celui qui est détenteur de la ceinture, c'est Fury. Même si la ceinture n'était pas en jeu. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture. Mais dans ce genre de combat, pour battre, je dirais, le détenteur ou le champion, d'abord, il y a le chaos. Il faudrait, si au moins Ngannou avait pu mettre Fury KO pendant le combat, il n'y avait pas de discussion. Mais au point, ça allait être très, très difficile qu'on déclare Ngannou vainqueur à l'issue du combat. Il pouvait avoir un nul quand même. Moi, je trouve que ça aurait été plus équitable. Un nul, c'est pas aussi évident que ça. Donc, moi, déjà, avant le combat, je me disais, oui, ouais, c'est un combat, il n'y a pas de souci, ils vont le faire. Mais à la fin, moi, je savais tout de suite que c'est Fury qui allait sortir vainqueur de ce combat. Même que ça soit sur les 10 rounds, forcément, il allait finir vainqueur. Très bien. Dagochal, on n'attendait pas Ngannou à ce niveau-là. Tenir jusqu'à 10 rounds, on n'attendait pas. Ça, il faut le dire. Moi, je ne peux que le féliciter. Sorti de UFC, qui est une autre discipline. C'est quoi, 5-6 rounds de... Voilà, et puis dans une autre discipline. Dans une autre discipline. Dans une autre discipline. Et affronter le meilleur de cette discipline-là. Et tenir 10 rounds, pour moi, c'est déjà un gain. Pour moi, il a déjà gagné. Il a fait montre d'un certain savoir-faire, d'un certain courage. Il nous a dit, il nous l'a montré à tous les athlètes africains qu'on peut partir de rien. Si on se met à travailler, à croire en ses chances, on lui a proposé beaucoup de choses à l'UFC. Il a dit non, lui, il veut aller se battre aux États-Unis contre Fury. Il a démontré, beaucoup n'y croyaient pas du tout. Les gens se sont dit qu'il allait tomber peut-être même au premier round. Voilà, sur ce plateau, si certains ont dit qu'il n'allait pas tenir 6 rounds. Il a jusqu'à les 10 rounds. Et il a même pu faire tomber Fury. Pour moi, c'est déjà un gain. Bravo à ce garçon. Il nous dit que voilà, si on croit en ses chances, on peut travailler, on doit travailler pour les atteindre si on a des tels objectifs. C'est ce que je peux dire. Moi, j'assume. Hein. Oui. Moi, j'assume. J'ai dit ici, sur ce plateau, que si Tyson Fury entraînait Ngannou au-delà du 3e round, il allait être en difficulté. Mais je l'ai dit parce que l'adversaire s'appelait Tyson Fury et qu'il était l'un des maîtres incontestés de la division des poids lourds. C'est l'un de nos contemporains les plus puissants de la discipline. Donc, un novice qui arrive, qui n'a pas les mêmes repères qu'à l'UFC, il y avait de quoi s'inquiéter. Parce que Fury a déjà battu des adversaires de ce type-là, peut-être même un peu plus puissants, enfin pas plus puissants, mais dans la même puissance que Ngannou. Donc oui, j'avais effectivement peur. Mais en même temps, ça reste un combat de gala. C'est 2 athlètes superbes champions qui se défient. On organise un combat. Il n'y a pas de ceinture véritablement en jeu. Parce que les 4 fédérations qui ont les ceintures, c'est la WBC, WBA, IBF et IBO. Il y avait une ceinture symbolique mise sur pied par WBC, qui est la ceinture commémorative de Riyad, donc etc., etc. Maintenant, sur les délibérations, pour gagner, il faut le KO. Vous mettez votre adversaire KO, il est au sol, il ne se relève pas, vous gagnez. Ou alors, vous avez l'arrêt de l'arbitre. L'arbitre intervient pour arrêter le combat quand il sent que l'adversaire est vraiment en difficulté, ne peut plus réagir. Ou alors, vous avez l'abandon. Votre coin peut lancer la serviette pour abandonner, le combat arrêté, ou alors vous gagnez au point. Ouais. Sur ce type de combat, pour venir gagner un grand champion, c'est difficile de le gagner au point. C'est difficile de le gagner au point. En plus, sur le combat, vous avez l'opposition de 2 disciplines.
Vous avez la boxe anglaise qui est plus puissante que l'UFC. Et vous avez un champion UFC qui vient de la boxe anglaise. Évidemment, si on doit comptabiliser à la fin, on ne va pas laisser le gars qui arrive de l'UFC venir détrôner le champion de la boxe anglaise. Ce serait un désaveu incroyable pour l'histoire de la boxe anglaise. Donc, quand on met tout ça dans le lot, oui, la conclusion, c'est que le véritable grand vainqueur de ce combat, c'est Francis Ngannou. Parce qu'il n'a pas été ridicule, il a été très bon. Moi, il m'a bluffé. J'avoue que j'ai été vraiment bluffé. D'ailleurs, je suis convaincu que si le garçon... il reste dans cette discipline. Si Ngannou reste dans la boxe anglaise, qu'il a plus de combats, plus de préparation, à mon avis, il peut monter très très vite dans la catégorie et peut-être aller chercher dans 1 an et demi, 2 ans, aller chercher une ceinture mondiale. C'est possible pour Ngannou. Donc oui, il y a ce qu'on avait pensé avant, connaissant le champion, et puis à ce que la réalité, le ring nous a montré. Tout simplement, bravo à Francis Ngannou. Très bien. Francis Ngannou, effectivement, pour un coup d'essai qui a produit une admirable performance face à Tyson Fury. Et finalement, on se demande, est-ce qu'il ne va pas définitivement rester, il va pas définitivement opter pour la boxe anglaise? Non, il est déjà sous contrat avec une autre ligue de MMA. Voilà, ben, le nom m'échappe. Voilà, mais pour l'instant, il n'a pas de combat prévu avec cette ligue-là. Une ligue au sein de laquelle il est actionnaire. Et c'est vrai que depuis ce matin, certaines informations ont fusé, surtout de la part du staff de Francis Ngannou. Il serait sur un accord de principe pour combattre Deontay Wilder. Ça va être encore une autre paire de manches, parce que Ngannou est rentré dans le top 10 de la WBC, parmi les 10 meilleurs boxeurs au monde. Et donc, je pense qu'avec cette nouvelle perspective, un retour du côté de l'UFC risque un tout petit peu de traîner. Voilà, on verra comment ça va se passer au niveau du développement et son actualité. Mais il est très sollicité aujourd'hui pour de futurs combats au niveau de la boxe anglaise. Alors moi, j'ai vu une de ses déclarations dans laquelle il disait qu'il va aller faire des combats au MMA, mais il serait intéressé également à faire des combats au niveau de la boxe anglaise. Parce que quand même, sur le MMA, les chiffres, les choses ont changé. Il se trouve que maintenant, pour chacun de ces combats du côté du MMA, il va toucher 4 millions d'euros. Et ses adversaires vont toucher 2 millions d'euros, ce qui n'était pas le cas. Oui. Parce que sur son dernier combat dans la catégorie, il avait touché 600 000 euros face au Français Cyril. Bon, donc les choses ont bougé. Maintenant, il semble qu'il a également l'envie de rester au niveau de la boxe anglaise. Il ne serait pas gêné de faire les deux. Maintenant, il s'est dit également qu'il est 10e dans la catégorie des poids lourds. Bon, maintenant, sur le ranking, ça veut dire que... Est-ce qu'en ce moment, il est challenger numéro 1? Non, je ne crois pas. Numéro 2, numéro 3, je ne crois pas. Ça veut dire que s'il reste dans la discipline, il va falloir qu'il monte maintenant dans le classement pour aller affronter soit Fury pour une vraie ceinture mondiale ou Usyk, Alexander Usyk, l'Ukrainien qui a l'autre ceinture, pour une vraie ceinture mondiale. Donc, il aura du chemin, mais il a marqué l'esprit. Maintenant, sur les combats de gala, il y a encore la possibilité. Parce que j'ai vu Deontay Wilder, l'autre puissant américain aussi punker que lui, qui veut l'affronter. Ben, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat. Ce serait très bien ce combat. On a cité Anthony Joshua, l'autre britannique, qui également... Bon, ce serait bien pour notre Ngannou. Ça montre que le garçon a de la qualité. Il a réussi son pari. Le défi de quitter l'UFC pour aller à la boxe anglaise est parfaitement réussi pour Francis Ngannou. Et nous, on est très heureux pour lui parce que quand vous emponchez 6 milliards de francs CFA... Et voilà. C'est ça justement qui crée le buzz ce soir. Ngannou, une défaite qui vaut 10 millions de dollars. C'est-à-dire 6 milliards de francs CFA. Ah, oula, ça fait tourner la tête. Je pense que j'ai besoin de boire un peu d'eau. Non, mais après, on va marquer une petite pause. On va inscrire marquer une petite pause, messieurs. Allez, petite pause et puis on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Vous êtes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous suivez votre émission La Grande Team, toujours en compagnie de Dago Chal, Henri Joël, Roger Stéphane et Jean-Philippe. Et bien sûr, en votre compagnie, nous passons une agréable soirée. Le sujet brûlant de ce soir, c'est maintenant et c'est dans l'actu. Le téléphone est d'ailleurs ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien sûr nous écrire sur la page Facebook de la 3. Lionel Messi mérite-t-il ce 8e ballon d'or? On regarde cet élément vidéo et on en parle tout juste après. Sans véritable Ojogo et Record, les deux grands quotidiens sportifs ont juste réservé une petite co-une à l'événement, même si le premier tabloïd estime que Messi a consolidé son statut d'immortel.
Bon, finalement, messieurs, après ce 8e ballon d'or de Lionel Messi, est-ce que finalement, on peut dire que l'heure de la nouvelle génération a sonné? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est bon maintenant? Là, on peut espérer maintenant Haaland. Oui, je pense que c'est la fin. C'est la fin parce que vous avez des jeunes qui sont en train de grandir très rapidement. Déjà, vous aviez deux qui étaient dans le trio. Vous avez Mbappé, vous avez Haaland. Mais pas que. Vous avez aussi le jeune Bellingham 18e. Qui est en train de faire une très bonne saison, un très bon début de saison avec l'équipe du Real Madrid. Vous avez d'autres joueurs qui vont éclore. Donc, Ronaldo, Messi, je pense que c'est la fin parce que Messi, avec l'Inter de Miami, où il se trouve, je ne sais pas s'il va revenir en Europe. Non. Je ne sais pas s'il va revenir en Europe. Je ne sais pas si Ronaldo aussi va revenir en Europe. Peu importe les performances qu'ils auront dans ces pays-là, derrière, ça ne va pas compter réellement pour le Ballon d'Or. Donc, forcément, ça sera une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération est incarnée par Mbappé, par Haaland, par Bellingham et par les autres. Et voilà, bon, nous, on a le public aussi hors du plateau qui veut s'exprimer sur la question LGT. On les écoute. Ouais, il mérite le 8e ballon d'or parce qu'à la Coupe du Monde, il a prouvé. Il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, il a été meilleur passeur et il a été meilleur buteur aussi. Il mérite parfaitement le 8e ballon. Ceux qui disent qu'en 2010, Messi ne méritait pas, c'est Iniesta qui méritait. Non, mais Messi, il a été meilleur buteur. Il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a été meilleur joueur aussi de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il raconte quoi? Mais les supporters de Cristiano, ils disent non, ouais, Messi ne mérite pas. À chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Oui, Messi mérite le 8e ballon d'or. Par le mondial, il était performant. Il a remporté le mondial. Il était meilleur joueur du mondial. Tous les matchs du mondial que Messi a joué, il était performant. Même face à l'Arabie Saoudite, quand on a perdu, il était performant. Face à Messi aussi, il était performant. Face à Pologne, il était performant. Croatie, etc. Australie, Hollande, il était performant. Donc, ouais, comment Messi mérite le 8e ballon d'or? Je pense que cette année-là, lui donner le ballon d'or, c'est quand même trop osé. Cette année-là, on a vu quand même ceux qui ont porté au niveau du foot. Mais je pense que Messi n'était pas dedans. Messi ne fait pas partie même des 3 meilleurs en ce moment. Parce qu'il a eu son temps, il a brillé, il faut le reconnaître. Mais pour cette année-là, je pense qu'on ne devait pas remettre à Messi. Il y a eu des joueurs mieux que Messi qu'on a vus dans le championnat anglais, dans le championnat espagnol, tout ça. Il le mérite parce qu'il a prouvé dans les 2 dernières années qu'il est fort vis-à-vis de ses adversaires. Même quand il était au PSG, malgré qu'il était un peu tiraillé, mais quand même, il est arrivé à faire sortir son épingle du jeu. Bon, pour moi, Messi ne mérite pas le 8e ballon d'or. En 2010, Iniesta a été meilleur joueur, meilleur passeur des Ligues des Champions et meilleur milieu du terrain aussi. Et il a même remporté la Coupe du Monde. Et ils ont donné le ballon d'or à Messi. Bon, cette année, Messi a fait quoi? Il a remporté que la Coupe du Monde. Il n'a rien fait en Ligue des Champions, ni rien, et ils ont donné le ballon d'or. En 2010, Iniesta méritait aussi, mais ne pas donner à Iniesta, il donnait ça à Messi. Puisque Iniesta, il a fait plus que Messi. D'accord, Charles, des avis très partagés. Oui, mais j'adore les Ivoiriens parce que je me rends compte qu'ils adorent le foot. Voilà, et puis ils connaissent beaucoup de choses, même que nous, les consultants, souvent, qui nous échappent. Voilà, voir un apprenti Baka sortir un certain nombre d'informations, c'est déjà bon. Mais on retient en définitive que Messi a son 8e ballon d'or. Voilà. Moi, la question que je voudrais poser à tous ceux qui doutent là, qu'est-ce que France Football gagne à se ridiculiser en faisant de sorte que Messi gagne? Qu'est-ce que France Football gagne? Moi, c'est la grande question que je voudrais poser. Bon, sinon, c'est la fin de la carrière de Messi aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui de Messi et autres. Alors, si France Football gagne quelque chose à vouloir récompenser arbitrairement Messi, mais ils vont diluer, ils vont gâter leur projet. C'est gâté je pense déjà. Pas. Le projet est gâté non, il n'est pas gâté. Non, chaque année, vous en parlez. Voilà. Non, vous ne pouvez plus rien dire, messieurs. C'est fini. C'est la fin de ce débat pour ce soir. Lionel Messi mérite-t-il ce 8e ballon d'or? Je pense qu'on a eu des avis bien partagés. Un oui par ici, un non par là. Voilà, de toute façon, Lionel Messi a son 8e ballon d'or. Merci. Voilà, tout simplement. Malheureusement. Bon, nous allons passer au jeu. Oui, le temps nous le permet, je pense. Pas assez de temps, mais on ira. Spécial ballon d'or, justement. Qui mérite. Vous qui êtes des experts des ballons d'or, on verra qui mérite, quelle équipe mérite le ballon d'or ce soir sur le plateau de la Grande Yves. On y va donc pour le plus calé.
Équipe A, Dago Charles, Henri Joël. Équipe B, Roger Stéphane, Jean-Philippe. Que de noms composés aujourd'hui sur cette table? Jean-Philippe, Roger Stéphane, Henri Joël. Dago Charles, c'est pas composé. Ça semble être composé. Pourquoi c'est composé? Qu'est-ce que c'est pas composé? Première question. Dès qu'on prononce deux prénoms, c'est composé. C'est à l'écriture, tu ne sais pas que c'est composé ou pas. Qui a remporté le ballon d'or? Je suis allé à l'école avant toi. En composé, c'est quand on prononce deux prénoms. Mais il n'y a pas de débat là. On n'a pas fait 16e. Qui a remporté le ballon d'or en 1956, messieurs? A. Alfredo Di Stefano. Stanley Matthews. B. C. Raymond Coppa. A, B ou C? Équipe A, c'est la réponse C. Équipe B, la réponse B, c'est la réponse B. Stanley Matthews, l'attaquant anglais de Blackpool, est le premier vainqueur de l'histoire du Ballon d'Or en 1956. T'es pas né. Et moi, j'étais né. Deuxième question. Moi, j'ai trouvé la éternité. Quel footballeur européen a été Ballon d'Or en 1975? A. Franz Beckenbauer. B. Alan Simonsen. C. Oleg Blokin. 60 combien? 75. 75. Je sais pas. Beckenbauer. Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse C. C'est la réponse C. A. Oui. L'attaquant légendaire du Dynamo Kiev est avec Lev Yashin et Igor Belanov, l'un des 3 footballeurs soviétiques vainqueurs du Ballon d'Or. Vous êtes nés maintenant. On a arrêté le jeu à On poursuit. Les vieux d'ici, là, ils étaient nés. Moi, je t'ai pas dit. Troisième question. Lequel de ces footballeurs a été sacré Ballon d'Or en 1999? Vous étiez nés. A. Rivaldo. B. Luis Figo. C. Andrei Shevchenko. Là, j'ai trouvé. A, B ou C? B pour l'équipe A pour l'équipe A. Henri Joël, c'était mieux si vous n'étiez pas né. C'est la réponse A. Rivaldo. Le talentueux milieu offensif du Barça est le deuxième Brésilien sacré Ballon d'Or après Ronaldo. Oui, après Zidane en 98. Zidane a gagné en 98, lui gagne en 99. Voilà. Quatrième question. Moi, j'ai dit à 3-0. On continue quand même. Qui a été distingué Ballon d'Or en 1966? A. Denis Law. On a fait ça hier. B. George Best. C. Bobby Charlton. Pardon, c'est A, B ou C? On y va. La réponse C pour les deux équipes. Effectivement, c'est la réponse C. Bobby Charlton, décédé le 21 octobre 2023 à l'âge de 86 ans. Le champion du monde 1966 a été élu Ballon d'Or la même année. Dernière question. On gagne la Coupe du Monde en Angleterre. Quel footballeur européen a été Ballon d'Or en 1960? En 1960. C'est quoi tout ça même? Alfredo Di Stefano. B. Luis Suarez. C. Florian Albert. 60. A, B ou C? Moi, je pas. Allez-y, messieurs. Comment on a déjà gagné? L'équipe B pour tout le... La réponse B pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse B. Luis Suarez, considéré comme un des meilleurs footballeurs espagnols de tous les temps. Luis Suarez est le premier joueur du Barça à être sacré Ballon d'Or. Le cannibale Suarez. Bon, roulement de tambour. On ne roule pas de tambour, on sait qui a gagné. Ils ont gagné. D'abord, Charles, il est sur le Ballon d'Or. Hein? L'équipe victorieuse, l'équipe qui gagne le Ballon d'Or, justement, ce soir. Mais c'est l'équipe composée de... Il faut être honnête, c'est lui celui qui a gagné. Ouais, mais évidemment. C'est l'équipe composée de Jean-Philippe et de Roger Stéphane. Félicitations, messieurs. C'est Yaya Touré. Bonsoir, Messi. Dites ça à Dago Charles. C'est Yaya Touré, hein, qui est fort. Qui est le plus fort. Voilà, on termine la grande team de ce soir. Et bien sûr, on se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3. Merci beaucoup, Dago Charles. Merci, MC. Merci, Henri Joël. Merci, Christine. Merci, Roger Stéphane. Oui, la première nièce. Bonne soirée. Eh, Seigneur. Merci, Jean-Philippe. Voilà. Et merci aussi à vous, Chauveau. On se retrouve demain à 20h30. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.